Et bonjour, bonsoir à tous et à tous, c'est Monsieur Marié pour la suite de votre continuité pédagogique en premier enseignement scientifique. On avait fini le chapitre 2, chapitre 1 pardon, sur la musique. Et bien, on a un deuxième chapitre sur la musique. Donc du coup vous notez chapitre 2, la musique ou l'art de faire entendre des nombres, parce que la musique c'est codifié, la musique ça a des notes bien précises avec des fréquences bien précises, on le sait depuis les Grecs. Donc du coup il faut que vous l'appreniez, il faut savoir du coup comment on construit une gamme, etc. Donc première partie aujourd'hui, on va voir tous les intervalles, comment ça se passe, etc. Et comment on peut construire une vague, une gamme, pardon, comme à l'époque de Pythagore. Cependant, on ne verra pas les gammes à 5, 7, 12 notes, la quinte du loup, les gammes... Enfin, tout ça, on le verra la prochaine fois. Aujourd'hui, on attaque la base et la prochaine fois, on verra un petit peu plus précisément tout ce qu'on peut faire avec ces gammes. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, la musique ou l'art de faire entendre des nombres. Première partie, du coup, on y va. Grand 1, les intervalles de temps en musique. Donc il faut savoir que ces intervalles de temps, en fait, ils sont codifiés, ils sont définis depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, et que depuis on les a toujours pas changés. Donc du coup c'est un code qui a bien persisté, et c'est quelque chose qui a été assez mis en valeur par les Grecs, et surtout en mathématiques, c'est que en fait, que ce soit les systèmes musicaux, ou que ce soit des systèmes de mesure ou d'appréciation des choses, il y a beaucoup de critères en fait de qualité qui vont être définis selon des rapports, des divisions, hein, que l'on connaît bien, que l'on maîtrise bien, même si on ne connaît pas le résultat avec précision. C'est des rapports dont on connaît les proportions, et en fait ces rapports vont faire gage de qualité. Donc par exemple pour un cercle, on a le rapport qui donne pi. Pour avoir un bon cercle, on sait qu'il faut avoir un rapport entre différentes distances qui donne pi. On sait qu'il y a un nombre d'or aussi qui répond à ce critère-là. Enfin bref, on a pas mal de rapports comme ça. Et en musique, c'est un rapport encore une fois qui va donner l'expression en fait de l'harmonie musicale. Et ce rapport de nombre, de fréquences exactement, va codifier tout ce qui va donner des notes qu'on appelle consonantes qui sonnent bien, ou des notes justement qui dissonnent, qui ne sonnent pas bien. Voilà. Donc du coup, B, les intervalles consonants. Donc en musique, l'intervalle entre deux sons correspondent au rapport de leur fréquence fondamentale. Donc la fréquence fondamentale, on l'avait vu, ok, c'est quelque chose qu'on connaît maintenant, c'est dans le chapitre 1. Si vous n'avez pas retenu ce que c'était, je vous invite à retourner voir la vidéo du chapitre 1. C'était dans la première partie, la fin de la première partie, le début de la deuxième, il me semble. L'écoute de différents intervalles musicaux provoque des sensations plus ou moins agréables. Donc quand vous prenez une note et que vous appliquez un intervalle, n'importe lequel, hein, un intervalle qui ne va pas forcément codifié, vous avez une chance de tomber sur une note qui sonne bien, et vous avez une chance de tomber sur une note qui sonne de manière carrément dégueu, hein, voilà. Donc du coup, on va dire que les sons qui tombent bien, les sons qui sonnent bien, sont ce qu'on appelle des sons consonants. Les autres, on les apprend pas, mais ça s'appelle des dissonants. Et ce sont liés en fait à des rapports simples d'entiers. Donc ces rapports simples d'entiers, en fait, ont été trouvés parce que les sons sont harmonieux ensemble, et parce que donc, du coup ils ont une harmonique en commun. Nombre d'intervalles, du coup, quand on appelle par exemple un unisson, deux notes qui sont à l'unisson, c'est des notes dont les rapports des fréquences vaut 1. Vous pouvez diviser les deux fréquences, en fait vous avez un rapport de 1. Ça veut dire qu'elles sont du coup à la même fréquence, donc elles sont à l'unisson. Quand vous me divisez l'un et l'autre des deux notes par l'une par l'autre, et vous trouvez un rapport 2, donc vous avez une fréquence qui est 2 fois supérieure à l'autre, on appelle ça une octave. Et donc il y a une note qui est une octave plus haut, que l'autre note. Donc ça c'est par exemple pour 2 do, 2 ré ou 2 mi, etc., etc. Une quinte, du coup, alors une quinte c'est quand vous faites le rapport des fréquences et vous tombez sur 3 demi, ok. Il y en a un qui est 1,5 fois plus haut que l'autre. Et une quarte, c'est quand vous avez 4 tiers, donc 1,3, me semble, ouais, 1,3 fois plus haut. Donc exemple, si vous prenez la corde d'un monocorde, donc c'est un espèce d'instrument de musique avec une seule corde,
pensez, je sais pas, à une espèce de contrebasse, mais avec une seule corde. Bah, vous prenez la longueur de la corde, ok, vous pincez aux 2/3, c'est-à-dire que vous séparez de telle façon à ce que la longueur de la corde qui reste en haut soit égale à la moitié de celle qui reste en bas. Et bien si vous pincez celle d'en bas et que vous la faites vibrer, et bien cette note-là va bien sonner, en fait, avec la corde entière. C'est normal. C'est entièrement normal, parce que vous avez un rapport de 3/2. Ok, vous avez la longueur de la corde, elle est égale à, pardon, elle est égale à 2/3 de la note de la corde totale. Donc si vous divisez 2/3 et 1, bah forcément vous pouvez tomber sur 3/2. Ok, vous divisez 1 par 2/3, ça donne 3/2. Donc vous avez ici une quinte. Donc les deux notes en fait sonnent bien ensemble. Deux notes séparées par une octave, attention, c'est une octave, c'est pas une octave, correspondent à une même note à des hauteurs différentes. C'est ce que je vous disais juste avant, en fait, deux fréquences séparées par une octave, et bien ça peut correspondre à 2 do, ou 2 ré, ou 2 mi, ou 2 fa, etc. etc. Exemple, quand un homme et une femme chantent sur la même ligne musicale, leur voix se positionne généralement à une ou plusieurs octaves de différence. Quand vous avez un duo, par exemple, je sais pas, n'importe lesquels, de deux hommes, deux femmes, ou un homme, une femme, en fait, la composition importe peu. Tous ont un timbre de voix qui est différent, ils appartiennent soit des altos, des sopranos, des machins, etc. Vous connaissez les catégories mieux que moi, mais dans tous les cas, en fait, pour qu'il y ait un bon duo ou un bon trio, etc., il faut que tous les membres, en fait, du groupe qui chantent s'alignent sur une note précise et en fait ne s'écartent pas l'un de l'autre à chaque note de plus ou moins d'une octave. En gros, vous pouvez être à 1, 2, 3 octaves de différence, ça c'est pas un problème, mais il faut pas être, si vous voulez, un sur un ré et l'autre sur un sol. Là, ça va pas le faire par contre. Ok, voilà. Quoique un ré et un sol, ça peut bien sonner ensemble, mais par exemple un ré et un mi, ça c'est par contre c'est déconné. Voilà. C'est pas bon. Grand 2. Les gammes dites de Pythagore. Alors on les appelle dites de Pythagore parce que c'est les notes, enfin c'est les gammes qu'on a depuis très longtemps, qu'on construit depuis très longtemps. Et on pense que ça a été déjà enseigné à l'école pythagoricienne. Du coup, c'est vraiment une méthode qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ pour composer une gamme de manière très simple et qu'on peut toujours en fait construire de cette manière-là. Je sais pas comment ils l'ont trouvé, en tout cas, bien joué à eux. Pour construire une gamme, du coup, c'est-à-dire une suite finie de notes réparties sur une octave, les disciples de Pythagore ont exploité uniquement les intervalles qu'ils jugeaient les plus consonants, c'est-à-dire l'octave et la quinte. Comme je vous ai dit, en fait, un unisson, c'est pas un intervalle, c'est la même note. Et la quarte, en fait, elle est pas très utilisée parce qu'elle est pas... Elle est plus dure, en fait, elle est plus dure à déterminer. Par exemple, si vous voulez plier une feuille en deux, pour vous c'est très facile. C'est très très facile. Par contre, plier une feuille en 3, vous allez avoir beaucoup plus de mal. Ça reste possible, hein, mais vous avez beaucoup plus de mal. Vous pouvez mesurer, enfin sans mesurer, etc. C'est-à-dire plier une feuille en 3 sans mesurer et faire 3 parties bien égales. Hein, ok. Et bien en musique c'est pareil, déterminer qu'un son c'est la moitié de... Voilà, c'est la moitié d'une octave. Bah c'est... Enfin... Quand vous voulez faire la moitié d'un son, pour faire 3/2, c'est plus facile que de faire 4 tiers. Voilà, 3/2 c'est plus facile à juger que 4 tiers à l'oreille. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc du coup, pour construire une gamme, avec la méthode de Pythagore, vous allez avoir en fait à faire une succession de quintes et de réduction à l'octave, donc de multiplier par des fréquences de 3/2, enfin par 3/2 la fréquence, pardon, et de réduire par 2 du coup cette dite fréquence arrivée au résultat. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais en fait avec un schéma, vous allez voir, ça va être très 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 facile. Donc du coup, pour construire une gamme à partir d'un son de fréquence F, n'oubliez pas de mettre petit a, construction d'une gamme avec le cycle des quintes. Ça s'appelle comme ça en fait, c'est le cycle des quintes. On appelle ça comme ça. Alors, vous prenez une note, n'importe laquelle, qu'on va attribuer une fréquence F, ok. Donc ici, pour la portée musicale, ceux qui sont un petit peu forts en solfège, je vous ai mis le schéma ici. Sinon, vous avez un tableau résumant les fréquences, et vous avez aussi un tableau ici qui peut être un peu plus intuitif, ok. Donc,
Quand vous avez votre première note, on va l'appeler donc du coup la note 0, ok, N pour note, hein, la note 0. Du coup, ben, vous allez avoir une fréquence F. La première note qu'on va prendre, on va la laisser de manière arbitraire. Moi, au labo, si je le fais avec mon diapason par exemple, et que je ferai devant vous si on retourne en physique au lycée, bah, je vous montrerai que c'est un diapason qui donne un La. Donc du coup, je commencerai avec le La. Par contre, ici, on commence avec un Do. Bah, on commence avec un Do, c'est pareil. Donc on commence avec un Do d'une fréquence F. Pour obtenir la note suivante, on va multiplier cette fréquence par 3/2, ok. Donc du coup, la première note qui est apparemment un Sol. Donc ça, par contre, savoir si c'est un Do, un Sol ou un Ré, là pour l'instant, je n'en sais rien. On l'apprendra peut-être par la suite, mais là pour l'instant, j'en sais rien, ok. Donc pour passer d'un Do à un Sol, par exemple, ici, il faut multiplier par 3/2. La fréquence de ma première note, du coup, de mon Sol, bah, c'est 3/2 fois F. Ça, c'est pas compliqué, normalement, tout le monde sait le faire. On trouve la quinte suivante en multipliant la fréquence de la note précédente par 3/2. Ok. Donc je vais multiplier la note suivante par 3/2. Donc si je multiplie 3/2 de F par 3/2, je trouve normalement 9/4 de F. Ok. Sauf que si la fréquence obtenue n'est plus dans l'intervalle F2F, on la ramène dans l'octave en la divisant par 2. Or, si F c'est ma première fréquence, bah du coup 9 sur 4, c'est pas dans l'intervalle F2F. Ok. Parce que 9 sur 4, ben c'est 8 sur 4 plus 1 sur 4. Donc du coup j'ai 2,25 fois F. Je suis plus dans l'intervalle 1 fois F, 2 fois F. Ok. Donc il va falloir que cette note, qui a 9/4 fois la fréquence, ok, F, faut que je la divise par 2. Donc du coup 9/4 divisé par 2, ça donne 9/8. Et c'est bien ce qu'on trouve ici, du coup, 9/8 de F pour la deuxième note. Ok. Donc du coup ici, bah, c'est en fait le passage, là le passage de 1 à 3/2, donc de Do à Sol, c'est la multiplication par 3/2. Sauf qu'en remultipliant encore par 3/2, je dépasse l'intervalle F2F. Donc du coup, il faut que je divise par 2. Et c'est pour ça que vous avez ce trait en vert ici qui revient en fait jusqu'à 9/8. Ok. Et 9/8 apparemment, ça correspond à un Ré. On continue du coup. Donc là, c'est ce que vous avez. Hein. Donc là, vous avez cette note-là qui correspond au Do, celle-ci au Sol, celle-ci au Ré que vous auriez dû trouver, en fait, mais qui n'est pas dans la zone de l'octave, la zone en violet. Et donc du coup, vous allez vous ramener à l'octave d'en dessous en diminuant, en fait, votre note par 2. En fait, on va la diviser par 2. À partir de ce nouveau Ré-là, du coup, qui vient dans l'octave, eh ben, je recommence, du coup, mon processus. Je vais multiplier sa fréquence par 3/2. Et si je multiplie 9/8 par 3/2, bah 9 fois 3 ça fait 27, et 8 fois 2 ça fait bien 16. Est-ce que 27 sur 16 est bien dans F2F? Eh bien oui, parce que 27 n'est pas égal à 2 fois 16, ok. Il aurait fallu trouver au moins 32 sur 16 ou 33 sur 16 fois F pour être hors de l'octave. Donc cette note est valable. Et cette note, du coup, si on la regarde, 27 sur 16, ça correspond à un La. Je recommence encore une fois le processus. 27 x 3, ça fait 81. 16 x 2, ça fait 32. Mais 81 sur 32, c'est au-dessus de 2. Ok, c'est un rapport qui est supérieur à 2. Donc du coup, vu qu'il est hors de l'octave, on va la ramener dans l'octave, cette note, en la divisant par 2. Et donc du coup, 32 divisé par 2, ça veut dire 64. Donc on a la note numéro 4 qui correspond à 80 sur 64 fois F. Un peu de maths aujourd'hui, un peu de calcul mental, mais ça vous fait du bien. Donc du coup, ce 80 sur 64 fois F correspond apparemment à un Mi. Et ça, on peut le recommencer pas mal de fois. Donc apparemment, c'est un Mi ou un Fa dièse. Sachant que le Mi bémol correspond à un Fa, si je me souviens bien de mes cours de musique. Voilà. Après, on peut recommencer encore une fois. Et si vous recommencez encore une fois, 81 x 3, ça fait 243. Et 64 x 2, pardon, ça fait 128. 243 sur 128, c'est bien inférieur à 2. Donc du coup, c'est une note qui est valable. Ça correspond à un Si selon le schéma. Voilà. J'espère que du coup, ça aura pas été trop complexe, ça aura pas trop découragé. Parce que c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut juste avoir un petit peu l'habitude et la gymnastique cérébrale pour pouvoir construire cette gamme. Après tout, si des Grecs du 6e siècle avant Jésus-Christ ont réussi, je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas. Voilà. Donc du coup, pour finir cette gamme, en fait, vous allez continuer ce procédé jusqu'à obtenir n plus 1 notes.
ok, qui sont fréquences de la voisine F. Et ensuite, en identifiant AF, et ben, vous obtenez une note, enfin une gamme avec n notes réparties dans l'octave. Donc voilà, pour avoir votre gamme, en fait, vous attribuez un nombre n de notes. Ça peut être 50, ça peut être 500 000, ça peut être etc. etc. Ça, on peut le coder sur un langage de programmation d'ailleurs et faire que l'ordinateur le calcule à notre place. Hein. Mais bon, la programmation, c'est encore autre chose. Mais en tous les cas, si vous voulez, par exemple, vous voulez 5 notes, eh bien, vous arrêtez à la 6ème note et vous identifiez la... Et vous l'identifiez à F et tout va bien, quoi. Voilà. Donc du coup, j'espère que j'aurais été bien clair. Je vous laisse là-dessus. Suite mercredi prochain, du coup, pour le nouveau chapitre... pour la suite de ce chapitre-là, avec les gammes à 5, 7, 12 notes, les gammes du loup, etc. Et d'ici là, ben, travaillez bien et bien sûr, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.